È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. EasyBank, semplicemente banca. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. EasyBank, semplicemente banca.
prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene.
Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo esiste anche grazie a te. Un cordiale benvenuto a tutti. Une salutation cordiale à vous tous et un bienvenue en particulier au président M. Mario Draghi. Caro Presidente, Très cher président, je vous remercie d'être ici parmi nous dans cette première journée de la nouvelle édition du meeting. Nous sommes vraiment fiers du fait que vous avez décidé d'être ici pour partager votre vision sur l'Europe. Vous avez visité au meeting en 2019, en 2020, en 2022. 3 visites dans des moments particulièrement importants pour l'Italie et pour l'Europe. Et votre visite d'aujourd'hui se fixe dans un moment historique qui demande aux pays de l'Union un changement de cap pour ne pas perdre le chemin. Au cours des dernières années que vous avez dirigé la Banque centrale européenne, vous vous êtes engagé à renforcer les axes financiers de l'Europe et de l'Union. Dans un moment de crise, vous avez pris des décisions clairvoyantes. Même en qualité de présidente du Conseil des ministres, vous n'avez pas eu aucun doute sur la nécessité de renforcer la collaboration au sein de l'Union européenne et de soutenir afin qu'elle puisse être un interlocuteur fort et crédible sur la scène internationale. Et ces expériences acquises pendant ces années, toujours avec ces études et votre dialogue, sont conflués dans le rapport Le futur de la compétitivité européenne, qui est devenu le point de référence pour la construction, peut-être mieux dire reconstruction de l'Union européenne. L'Union européenne est le seul grand espace au monde où le respect des droits humains, l'état de droit, la démocratie, l'économie sociale et l'état de providence universel coexistent. Il s'agit de conquêtes. Donc, je disais, il s'agit de conquêtes qui ont été mûries parmi les siècles à travers des procès très soufferts et contradictoires. Mais même ces histoires nous enseignent qu'il s'agissait de valeurs et de biens qui demeurent permanemment et que les donner pour acquis signifie déterminer leur destin. Cela dépend d'un fort enrichissement de la société civile responsable et solidaire. Ils ont besoin d'être renouvelés continuellement. Je suis convaincue que les racines culturelles de notre continent sont à même de donner aujourd'hui aussi la sève vitale pour nos peuples. Alors que la programmation idéologique et répétitive des valeurs européennes risque de demeurer stérile, féconde et au contraire la vie personnelle et sociale de ceux qui utilisent la raison et concevoir les droits et vie la liberté
comme la culture grecque, la culture romaine et surtout la culture juive et chrétienne. Il y a sûrement cette fécondité en croissance si l'on cherche une confrontation sérieuse avec l'actualité. Toujours avec les traditions du libéralisme et du socialisme, l'Europe possède une richesse, pas seulement de culture nationale et régionale, mais aussi de culture de réflexion anthropologique et sociale qui ne demandent qu'être amalgamées dans une homologation et d'être vécues dans leur diversité, dans un dialogue ouvert et constructif. Beaucoup d'expériences que nous avons pu rencontrer dans cette édition du meeting démontrent que la liberté dont nous jouissons s'accroît, grandit et devient créative quand se traduise dans une construction commune avec des briques toujours nouvelles de la passion éducative, de la responsabilité professionnelle, du travail orienté au bien commun, de la participation politique. Vivre en Europe aujourd'hui demande à nous tous une renouvelée assumption de responsabilités. Et c'est dans cette conscience des responsabilités, très cher Président, que nous sommes très fiers de pouvoir écouter votre réflexion et votre réponse à nos questions. Merci. Merci à tous pour cet applaudissement. Monsieur le Président Scholz, merci pour vos aimables paroles. Je veux saluer aussi le directeur Forlanini et toutes les personnes présentes. Pendant des années, l'Union européenne a cru que la dimension économique, avec 450 millions de consommateurs, contenait en elle-même un pouvoir géopolitique et un pouvoir dans les relations commerciales internationales. Cette année 2025 sera rappelée comme l'année où cette illusion s'est évanouie. Il a fallu nous résigner aux taxes imposées par notre plus grand partenaire commercial et un allié d'ancienne date, les États-Unis. Nous avons été poussés par ce même allié à augmenter nos dépenses militaires, une décision que nous aurions peut-être dû prendre de toute façon, mais sous des formes et des manières qui, certainement, ne reflètent pas l'intérêt de l'Europe. L'Union européenne, bien qu'elle ait donné sa plus grande contribution financière à la guerre en Ukraine et qu'elle ait un intérêt essentiel dans une paix juste, a eu un rôle secondaire dans les négociations pour la paix. Pendant ce temps, la Chine a ouvertement soutenu l'effort de guerre de la Russie, tout en développant sa propre capacité industrielle pour reverser l'excès de production en Europe, en particulier maintenant que l'accès au marché américain est limité par les nouvelles barrières imposées par le gouvernement américain. Les protestations de l'Europe ont eu peu d'effet. La Chine a dit clairement qu'elle ne considère pas l'Europe comme un partenaire égal et elle use de son contrôle dans le domaine des terres rares pour rendre notre dépendance toujours plus contraignante. L'Europe a été la spectatrice, même lorsque les sites nucléaires iraniens étaient bombardés et que le massacre de Gaza s'intensifiait.
Ces événements ont eu raison de toute illusion de croire que la dimension économique en elle-même assurait une quelconque forme de pouvoir géopolitique. Il n'est donc pas surprenant que le scepticisme à l'égard de l'Europe ait atteint des sommets. Mais il est important de se demander quel est le véritable objet de ce scepticisme. À mon avis, il ne s'agit pas d'un scepticisme à l'égard des valeurs sur lesquelles l'Union européenne a été fondée. La démocratie, la paix, la liberté, l'indépendance, la souveraineté, la prospérité, l'équité. Comme vient de le rappeler Monsieur le Président Scholz, nous avons un système de sécurité sociale qui est certainement le plus développé au monde. Même ceux qui soutiennent que l'Ukraine devrait se rendre aux réclamations de la Russie n'accepteraient jamais la même destinée pour leur propre pays. Eux aussi attribuent une valeur à la liberté, à l'indépendance et à la paix, à la solidarité, même si ce n'est que pour eux-mêmes. Je crois plutôt que ce scepticisme concerne la capacité de l'Union européenne à défendre ces valeurs. C'est en partie compréhensible. Les modèles d'organisation politique, en particulier ceux qui sont supranationaux, émergent en partie pour résoudre les problèmes de leur époque. Lorsqu'ils changent au point de rendre fragile et vulnérable l'organisation préexistante, il faut en changer. L'Union européenne a été créée parce que dans la première moitié du XXe siècle, les précédents modèles d'organisation politique, les États-nations, avaient dans beaucoup de pays échoué totalement dans la mission de défendre ces valeurs. Beaucoup de démocraties avaient refusé toute règle de démocratie en faveur de la force brute, avec le résultat que l'Europe a été précipitée dans la Deuxième Guerre mondiale. Il a donc été presque naturel pour les Européens de l'époque de développer une forme de défense collective pour la démocratie et pour la paix. L'Union européenne a représenté une évolution qui répondait à ce qui était le problème le plus urgent de l'époque, la tendance de l'Europe à glisser dans le conflit. Et il est insoutenable d'argumenter que nous irions mieux sans celle-ci. Merci. L'Union a ensuite évolué à nouveau dans les années d'après-guerre en s'adaptant progressivement à la phase néolibérale entre 1980 et le début des années 2000. Cette période a été caractérisée par la confiance dans le libre-échange et l'ouverture des marchés, par un partage du respect des règles multilatérales et par une réduction consciente du pouvoir des États, qui attribuait des missions et une autonomie à des agences indépendantes. L'Europe a prospéré dans ce monde. Elle a transformé son propre marché commun en un marché unique et est devenue un acteur fondamental de l'Organisation mondiale du commerce. Et elle a créé des autorités indépendantes pour la concurrence et la politique monétaire. Mais ce monde est arrivé à la fin et beaucoup de ses caractéristiques ont été effacées. Alors que l'on faisait avant confiance, à juste ou à injuste titre, au marché pour la direction de l'économie, aujourd'hui, il y a des politiques industrielles de grand souffle. Alors qu'avant, il y avait le respect des règles, aujourd'hui, on a l'usage de la force militaire et de la puissance économique pour protéger les intérêts nationaux. Alors qu'avant, l'État réduisait ses pouvoirs, aujourd'hui, tous les instruments sont engagés au nom du gouvernement de l'État. L'Europe est peu équipée dans un monde où la géoéconomie, la sécurité et la stabilité des sources d'approvisionnement, plus que l'efficacité, inspirent les relations commerciales internationales.
Notre organisation politique doit s'adapter aux exigences de son temps lorsque celles-ci sont existentielles. Nous, Européens, nous devons parvenir à un consensus sur ce que cela implique. Il est clair que détruire l'intégration européenne pour revenir à la souveraineté nationale ne ferait que nous exposer davantage encore à la volonté des grandes puissances. Mais il est vrai aussi que pour défendre l'Europe du scepticisme croissant, il ne faut pas chercher d'extrapoler les conquêtes du passé dans l'avenir que nous nous apprêtons à connaître. Les succès que nous avons connus dans les décennies précédentes étaient en réalité des réponses aux défis spécifiques de l'époque, et ils ont peu à nous dire pour notre capacité à affronter les défis actuels. Prendre acte que la force économique est une condition nécessaire mais pas suffisante pour avoir une force géopolitique pourra enfin inaugurer une réflexion politique sur le futur de l'Union. Nous pouvons tirer un certain réconfort du fait que l'Union européenne a été capable de changer par le passé, mais s'adapter à l'ordre néolibéral était, en comparaison, une mission relativement facile. L'objectif principal était à l'époque d'ouvrir les marchés et de limiter l'intervention de l'État. L'Union européenne pouvait alors agir principalement comme un régulateur et un arbitre en évitant d'affronter la question la plus difficile de l'intégration politique. Pour affronter les défis d'aujourd'hui, l'Union européenne doit se transformer de spectateur en acteur protagoniste. Elle doit également transformer son organisation politique, qui est inséparable de sa capacité à atteindre ses objectifs économiques et stratégiques. Et les réformes dans le domaine économique restent une condition nécessaire pour ce parcours de conscience. Après près de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la défense collective de la démocratie est considérée comme allant de soi, comme nous le rappelait le président Scholz, pour des générations qui n'ont pas le souvenir de cette époque de guerre. Donc leur adhésion convaincue à la construction politique européenne dépend aussi, d'une façon importante, de sa capacité à offrir aux citoyens des perspectives pour l'avenir, et donc aussi de la croissance économique qui a été dans ces 30 dernières années plus basse en Europe que dans tout le reste du monde. Le rapport sur la compétitivité européenne a indiqué les nombreux domaines dans lesquels l'Europe perd du terrain et où les réformes sont urgentes. Mais un thème parcourt toutes les dimensions du rapport, la nécessité d'utiliser pleinement la dimension européenne dans deux directions. La première est celle du marché intérieur. L'acte du marché unique a été approuvé il y a près de 40 ans. Et il reste malgré tout des obstacles significatifs dans les échanges à l'intérieur de l'Europe. Leur écartement aurait eu un impact substantiel sur la croissance de l'Europe. Si les barrières intérieures avaient été réduites au niveau qui domine aux États-Unis, la productivité à l'Union européenne pourrait être bien plus élevée au bout de 7 ans. Alors que ces dernières années, on a atteint 2%, on aurait pu atteindre 7%. Le coût de ces barrières est déjà visible. Les États européens s'apprêtent à affronter une entreprise militaire gigantesque avec 2 trillions d'euros, dont un quart en Allemagne, de dépenses supplémentaires dans la défense entre aujourd'hui et 2031. Et pourtant, nous avons des barrières internes qui équivalent à un tarif de 64% sur les machines et de 95% sur les métaux. Les résultats sont des marchés plus lents, avec des coûts élevés et sans aucune fonction de stimulation pour nos économies. Tout cela à cause des obstacles que nous nous imposons à nous-mêmes. La deuxième dimension est
où la dimension européenne est essentielle, c'est l'aspect technologique. Il est clair désormais, lorsque l'on voit la manière dont l'économie globale se développe, qu'aucun pays qui veut la prospérité et la souveraineté peut se permettre d'être exclu des technologies critiques. Les États-Unis et la Chine ouvrent ouvertement leur contrôle sur les ressources stratégiques, sur les technologies, pour obtenir des concessions dans d'autres domaines, dans de nombreux autres domaines. Chaque dépendance excessive est ainsi devenue incompatible avec la souveraineté sur notre avenir, avec la capacité et la volonté que nous avons de dessiner notre propre avenir. Aucun pays européen ne peut avoir à lui seul les ressources nécessaires pour construire la capacité industrielle nécessaire pour développer ces technologies. L'industrie des semi-conducteurs illustre bien ce défi. Les puces sont essentielles pour la transformation numérique qui se produit aujourd'hui, mais il faut de grands investissements. Aux États-Unis, l'investissement public et privé est concentré sur un petit nombre de grandes entreprises avec des projets qui vont de 30 à 65 milliards de dollars. En Europe, au contraire, les plus grandes dépenses au niveau national se portent sur les aides d'État. Les projets sont beaucoup plus réduits, entre 2 et 3 milliards d'euros, et ils sont éparpillés entre nos pays qui ont toujours des priorités différentes. La Cour des comptes européens a déjà mis en garde sur le fait qu'il y a peu de probabilité que l'Union européenne atteigne son objectif d'augmenter en 2030 la part de marché globale dans ce secteur de 20%, alors qu'aujourd'hui, elle constitue 10%. Nous sommes en 5 ans, il faudrait doubler notre part de marché dans les semi-conducteurs sur le marché global. Donc, tant pour ce qui concerne la dimension du marché interne que pour celle des technologies, nous revenons au point fondamental. L'Union européenne, pour atteindre ses objectifs, devra évoluer vers de nouvelles formes d'intégration. Nous avons la possibilité de le faire. Par exemple, avec le 28e régime, c'est l'une des propositions que la Commission européenne a promis de présenter avant la fin de cette année. Cela consiste à avoir un régime juridique dans tout le territoire de l'Union européenne uniquement pour les petites entreprises. De cette façon, une petite entreprise peut exercer dans les 27 membres de l'Union sans devoir effectivement créer des filiales dans chacun de ces 27 membres. Et c'est de fait quelque chose qui est beaucoup trop coûteux pour les entreprises aujourd'hui. Par exemple, nous avons la possibilité de le faire à travers un accord sur des projets d'intérêt commun à l'Europe et en Europe et avec leur financement commun. C'est une condition essentielle, c'est toujours plus clair, pour que ces projets atteignent la dimension technologiquement nécessaire et qu'ils soient autosuffisants sur le plan économique. Donc, les projets ne peuvent se financer que s'ils sont suffisamment grands. Autrement, c'est impossible. Et pour qu'ils soient suffisamment grands, il faut des formes de financement communes et plus seulement nationales. Il y a des années, ici, à votre meeting, justement, j'ai rappelé qu'il y a une dette bonne et une dette mauvaise. La dette mauvaise finance la consommation courante ou le gaspillage en laissant le poids aux générations futures. La dette bonne sert à financer les investissements dans les priorités stratégiques et dans l'augmentation de la productivité. Cela génère une croissance qui servira ensuite à se rembourser. Aujourd'hui, dans certains secteurs, la dette bonne n'est plus possible au niveau national parce que les investissements faits de façon isolée ne peuvent pas atteindre la dimension nécessaire pour justifier la dette et augmenter la productivité. Seules des formes de dette communes peuvent soutenir des projets européens de grande ampleur que les efforts nationaux fragmentaires ne pourraient jamais réaliser. Cela vaut par exemple pour la défense
et surtout pour la recherche et le développement à l'intérieur de la défense, qui est peut-être la part la plus intéressante, la plus importante. C'est une décision qui, bien entendu, met en difficulté de nombreuses personnes à l'intérieur de l'Europe. Donc c'est une décision qu'il faut penser et rendre raisonnable autant que possible. Mais cela vaut aussi pour l'énergie, pour les investissements qui sont nécessaires dans les réseaux et dans les infrastructures européennes, pour les technologies importantes où les risques sont très élevés, mais les succès potentiels fondamentaux pour transformer notre économie. Le scepticisme aide à voir à travers le brouillard de la rhétorique, mais il faut aussi l'espérance dans le changement et la confiance dans les propres capacités de le réaliser. Vous tous, vous avez grandi dans une Europe dans laquelle les États-nations, je crois vous tous, je pense vous tous, avez grandi dans une Europe où les États-nations ont perdu leur importance relative. Vous avez grandi en tant qu'Européens dans un monde où il est naturel de voyager, de travailler et d'étudier dans d'autres pays. Beaucoup de vous acceptent d'être à la fois italiens et européens. Beaucoup d'entre vous reconnaissent que l'Europe aide des petits pays à atteindre ensemble les objectifs qu'ils ne parviendraient pas à atteindre tous seuls, en particulier dans un monde dominé par des superpuissances comme les États-Unis ou la Chine. Il est donc naturel que vous espériez dans le changement de l'Europe. Nous avons vu au fil des ans que l'Union européenne a été capable de s'adapter à l'urgence, parfois en allant au-delà de toute attente. Nous avons été capables de briser des tabous historiques tels que la dette commune à l'intérieur du programme Next Generation EU et de nous entraider les uns les autres pendant la pandémie. Nous avons amené à terme en des temps extrêmement rapides une immense campagne de vaccination. Nous avons montré une unité et une participation sans précédent dans la réponse à l'invasion russe de l'Ukraine. Mais cela a été des réponses à des urgences. Le défi est maintenant d'être capable d'agir avec la même décision dans des temps ordinaires pour nous confronter avec les nouveaux contours du monde dans lequel nous entrons. C'est un monde qui nous ne regarde pas avec sympathie, qui n'attend pas la longueur de nos rites communautaires pour nous imposer sa force. C'est un monde qui prétend de notre part une discontinuité dans les objectifs, dans les rythmes et dans les manières de travailler. La présence, par exemple, des 5 leaders d'États européens et des présidents de la Commission et du Conseil européen lors de la dernière rencontre à la Maison-Blanche a été une manifestation d'unité qui vaut aussi aux yeux des citoyens européens plus que de nombreuses réunions à Bruxelles. Dès lors, l'effort de s'adapter est venu du secteur privé qui a démontré solidité. Cependant, la grande instabilité de nouvelles relations commerciales. Les entreprises européennes sont en train d'adopter des technologies numériques nouvelles. Il inclut l'intelligence artificielle. Et la forte base manufacturière européenne pourrait faire face à une augmentation de la demande pour une majeure production interne. Cela qui a été laissé de côté les secteurs publics, où ils sont nécessaires des changements décisifs. Le gouvernement doit définir sur quel secteur imposer la politique industrielle en remouvant les barrières non nécessaires et en revoyant la structure des permis dans le domaine de l'énergie. Il devrait se mettre d'accord sur comment financer des très grands investissements nécessaires dans l'avenir, estimés d'environ 1,2 trillion d'euros l'année. Il devrait dessiner une politique commerciale adaptée à un monde qui est en train d'abandonner les règles multilatérales. Bref, il doit retrouver une unité d'action. Et nous devrons le faire, non quand les
la situation sera devenue insoutenable. Mais maintenant, lorsque nous avons le pouvoir de dessiner notre avenir, nous pouvons changer le cap dans notre continent, transformer votre scepticisme en nation, faites sentir votre voix. L'Union européenne est surtout un mécanisme pour atteindre les objectifs partagés de ce riverains. C'est notre meilleure opportunité pour un avenir de paix, de sécurité, d'indépendance. Il s'agit d'une démocratie et sont nous, vous, ces riverains, les Européens, qui décident ces priorités. Merci. Grazie Presidente. Merci, Monsieur le Président, pour vos réflexions qui ont une vision à long terme et qui ont une force de conviction et un caractère raisonnable qu'une confrontation loyale, positive et irait presque de soi. Mais nous voyons que ce que vous dites nécessite une sympathie entre les gouvernements européens. Mais ceux-ci sont en train de s'éloigner les uns des autres, comme nous l'avons vu ces derniers mois. Donc, le projet européen par rapport à la compétitivité mondiale que vous venez de décrire semble être insuffisante pour intégrer les gouvernements eux-mêmes, où le scepticisme dont vous parliez domine, au moins en certains. Donc, de quelle manière serait-il possible de dépasser cette désintégration au niveau des gouvernements de la part de partis importants dans les différents pays? Et sous quelle forme un repositionnement politique de l'Europe pourrait être utile? Un repositionnement culturel est fondamental. Vous le rappeliez et je l'ai rappelé, ces valeurs dans lesquelles les générations qui n'ont pas connu la guerre et n'en ont pas, même pas un souvenir proche, surtout ce que j'ai rappelé, la liberté, l'indépendance, la souveraineté, la solidarité et la démocratie, tout cela, cela ne va plus de soi. On a l'habitude de les considérer comme allant de soi, mais aujourd'hui, le monde nous dit quelque chose. Il nous dit, peut-être qu'il y a encore 5-6 ans, l'atmosphère, on ne sentait pas dans l'air de telles expressions. Il y avait des personnes qui voyaient plus loin que les autres, mais disons que le message qui arrive du reste du monde a changé. Il a changé, et c'est un monde qui ne garantit plus l'environnement culturel, politique et social dans lequel nous avons grandi. Et les moments de conscience, ce rapport a certainement fait entendre la voix de nombreux Européens, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a apporté, il y a certains raisonnements, mais surtout il a apporté à l'attention de tous les citoyens la voix de nombreuses personnes qui travaillent dans la société européenne, dans 10 secteurs de l'économie européenne, la vision de personnes d'une valeur extraordinaire. Est-ce que je peux dire comment a été fait notre rapport? Il a vu la participation, je dirais qu'il y avait 4 jambes. Une, c'était la Commission européenne qui a mis à disposition toute la connaissance des services que la Commission possède. Donc ces services ont apporté au rapport l'état de leurs connaissances, ce qui avait été fait. Ensuite, il y a eu l'industrie et les partenaires sociaux. J'ai intervenu des dizaines de PDG de sociétés en Europe, mais aussi aux États-Unis, des jeunes entrepreneurs européens qui sont allés là-bas et donc comprendre pourquoi vous êtes partis. Et ils nous ont dit ce qu'il faudrait faire. Et puis, il y a eu la collaboration de dizaines de personnes
3 prix Nobel qui ont participé au rapport, donc des personnes diplômées, des ingénieurs, des physiciens et de très nombreux économistes qui ont participé à ce rapport et ont construit tous ensemble le récit de ce rapport. Et cela a été un moment de grande conscience parce que je me rappelle au début de ce rapport, nous avons commencé en 2023, il me semble, oui, en septembre 2023. Je parlais à cette époque, mais personne n'avait la sensation que les choses n'allaient pas bien. Il y avait une situation de tranquillité dans l'ensemble, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le monde politique ou dans les bureaux de Bruxelles. Et la suite, ça a été un réveil très brutal. C'est celui que nous a apporté Trump. Certainement, les élections aux États-Unis ont tout changé. Donc c'est un facteur, à mon avis, si nous pensons aujourd'hui par rapport à ce qui arrive, on ne pense pas que ce qu'on devrait faire en premier, c'est de nous serrer tous ensemble. Mais je pense que ça, c'est le deuxième moteur de ce rapport. C'est un peu, je crois, ce qui a créé la situation politico-sociale et psychologique qui, en un sens, nous donne bon espoir pour une nouvelle forme d'organisation politique. Entre-temps, je ne dis pas qu'on ne peut rien faire, comme le suggère le rapport, mais il y a des rythmes. Mais il faut apprendre à se mettre d'accord. Il y a quelque chose qui me vient toujours à l'esprit. C'est le début des négociations sur le traité de Maastricht en 1991. Une conversation avec le gouverneur de la banque italienne de l'époque, Ciampi. Nous étions assis autour de ces tables où les réunions duraient jusqu'à 2 heures du matin. À un moment donné, il m'a dit « Mais tout le monde me dit que je ne devrais pas participer à la construction de l'euro parce que je perds la souveraineté monétaire. » Et il m'a dit « Mais moi, je n'ai pas cette souveraineté monétaire aujourd'hui. Je ne peux faire que ce que dit la Bundesbank, c'est-à-dire la banque centrale allemande. Soit je fais comme les Allemands disent, soit la lire s'effondre. » Et la lire s'était effondrée très souvent dans les années 80. Voilà la capacité de comprendre que dans les négociations, on perd un peu de souveraineté nationale, mais on acquiert sur un autre front. Ciampi disait « Je préfère avoir une petite part d'une souveraineté grande plutôt que rien comme aujourd'hui. » La rigidité, la passivité créent de l'inaction. Et ce que nous avons vu dans les 10 ou 15 dernières années, nous avons vu une difficulté, le fait de repousser les décisions importantes parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. L'indécision, c'est le pire ennemi de l'Europe. Nous avons dit que la démocratie est objectivement une valeur qui contradistingue l'Europe par rapport aux autres réalités dans le monde. Mais la démocratie en Europe a grandi parce qu'il y avait des écoles de démocratie, des associations, des œuvres sociales, le parti enraciné dans les territoires. Et donc, une société civile vive qui a tenu toute sa expressivité grâce aux personnes qui ont appris à participer avec de l'engagement, à négocier. Mais toute cette vie s'effondre et nous voyons toujours de sympathie vers des systèmes autocratiques qui qui prennent leur pouvoir. Comment vous voyez cette démocratie vécue en Europe? Parce qu'il y a deux gouvernements qui se mettent d'accord. Nous avons une société civile toujours plus fragmentée, polarisée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Il y a deux plans différents. Les gouvernements doivent se mettre d'accord pour décider quoi faire ensemble. La société civile, malheureusement, le danger que vous décrivez est vrai. Notre société se fait de plus en plus atomisée. C'est une société qui est atomisée et en étant atomisée, la solitude domine. Les citoyens sont très éloignés des institutions. Ils ne sentent pas la présence des institutions, ni l'État, et encore moins l'Europe. Dans cette société, les corps intermédiaires sont fondamentaux parce que les corps intermédiaires, par vocation, rapprochent les institutions et les décisions des personnes. Et cela permet, nous percevons les États, vous qui êtes plus jeunes encore plus, pour vous, ils sont encore plus loin, mais l'Europe est perçue comme encore plus éloignée. Et les institutions, plus elles sont loin, plus elles bénéficient du travail des corps intermédiaires. Donc aujourd'hui, un chemin à parcourir avec enthousiasme, c'est celui-là. Et vous voyez, je disais tout à l'heure, vous avez grandi dans un contexte où les États nationaux ont perdu un peu d'importance. Dans cette situation très difficile, il est très difficile de trouver un point d'appui et c'est pour cela que les corps intermédiaires, y compris ceux avec une inspiration religieuse qui, par définition, sont transnationaux, sont un instrument extraordinaire et un instrument, d'ailleurs, je disais à la fin de mon discours, vous devez faire entendre votre voix. C'est un instrument qui canalise les besoins des citoyens. C'est un instrument indispensable pour la construction de cette nouvelle Europe, dans laquelle sa défense vient de la construction d'une Europe qui répond aux besoins des citoyens. Les corps intermédiaires sont fondamentaux pour cela. Merci. Vorrei chiudere con una domanda più personale. Je voudrais poser une question plus personnelle. Vous avez expressé pendant votre vie professionnelle et politique une profonde estimation pour l'Europe et pour l'Union européenne. Toutefois, en critiquant ce qu'il était critiquable. Donc, une profonde conviction qui saisissait d'un chemin à parcourir. Et cela a émergé d'une façon particulière dans le juillet 2012, où vous avez formulé le fameux « quoi qu'il coûte », « whatever it takes », ce qui a installé ce qu'il était en train de se perdre. Donc, ma question était, où est née votre conviction européenne? Qu'est-ce que a permis cette décision si courageuse que vous avez prise pendant votre vie? Je ne viens pas d'un environnement culturel particulièrement européen. Peut-être, comme vous le savez, je faisais mon mémoire en disant que la monnaie unique était une grande bêtise. Au fil des années, aux États-Unis, je regardais à l'Europe comme s'il était un agglomérat bureaucratique qui ne semblait très clair où il allait. Donc, puis j'ai fait retour en Italie au début des années 90 et j'ai vu que pendant les années 80, il y avait plein de choses qui arrivaient. Mais surtout, les conditions des pays européens ont changé beaucoup par rapport à quand j'écrivais mon mémoire. Et donc, ça valait la peine de donner une chance à l'euro.
créer une monnaie unique pour des pays hétérogènes n'a pas de sens. Et donc, je me suis rapprochée aux négociations du traité de Maastricht. La première chose qui m'a été demandée par la délégation italienne, et je me suis rapprochée de ces négociations sans avoir de la rhétorique des idéaux européens comme référence. Et puis, je suis réussi à voir qu'avec de la souffrance et des changements, cela a changé. Et lorsque je suis devenue président de la Banque centrale européenne et cette situation arrivait, comme vous le savez, une parenthèse, le mandat de la BCE, c'est d'assurer la stabilité des prix, mais l'euro risquait de disparaître. Donc, je me suis demandé quel est le sens de l'objectif de la stabilité s'il n'y a pas plus de monnaie avec lequel les prix sont mesurés. Et je me suis dit, au bout de compte, cette monnaie a démontré être capable de survivre. Et cette monnaie, c'est à la base d'une construction politique que je crois serait l'avenir de tout le monde. Mais cette considération n'était pas considérée au moment où je m'interrogeais. Il y avait donc une situation qu'on devait résoudre, auquel devrait faire face. Voilà mon histoire liée au eurocentrisme qui est devenu de majeure envergure, qui ne part pas de grands principes de la vision européenne. À propos de la vision, je me souviens de mots qu'un chancelier allemand disait lorsqu'il disait « Mais vous n'avez pas de vision ». Mais donc, si vous cherchez une vision, allez chez l'oculiste. Donc, c'est quelque chose de très concret pour moi. Grazie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'être venu et merci d'avoir partagé cette approche, cette vision très ancrée dans la terre et en même temps qui nous permet de faire les bons pas au bon moment. Merci à vous tous. Merci. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si batte. che approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo Proporre con la propria vita. esiste anche grazie a te. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. EasyBank, semplicemente banca.
Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Con EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo. EasyBank, semplicemente banca. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo.
Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene,